Ça te dirait de voir Backseat jusqu'en 2027, 2040 même? Eh ben c'est possible, mais pour ça on a besoin de toi. Backseat, c'est une émission qui tient à son indépendance, c'est pourquoi nous avons choisi de faire reposer une partie du financement de l'émission sur notre public. Chaque épisode coûte 13 000 €, ce qui comprend toute la logistique, mais surtout les salaires de chaque personne intervenant sur l'émission. Pour pouvoir diffuser toute l'année, nous avons besoin de 30 000 € par mois. Alors rends-toi sur KissKissBankBank, choisis l'abonnement que tu préfères et profite des contreparties que nous proposons en échange, comme le fait de voir l'émission en intégralité sur YouTube dès le vendredi matin, ou l'adhésion au Club Backseat qui donne accès à plein d'avantages. Si chaque spectateur régulier donnait 1 € par mois, nous pourrions produire Backseat pendant de nombreuses années. Alors rendez-vous sur KissKiss pour soutenir cette belle émission. Et tout de suite, ta VOD. On s'est pas vu depuis juin dernier les copains, donc l'actualité de la semaine, ça va un peu être l'actualité de l'été. Évidemment, l'actualité de la semaine, c'est Michel Barnier qui a été nommé Premier ministre par Emmanuel Macron. Évidemment, on ne s'attendait pas à ce qu'il soit applaudi ici, il faut pas déconner. Mais on a quand même des choses à en dire, des analyses à en faire. Michel Barnier qui a été nommé donc le 5 septembre dernier après 51 jours de temporisation volontaire d'Emmanuel Macron, puis parfois un peu involontaire, on va en discuter. Michel Barnier est un homme de droite assumé, ancien ministre, ancien commissaire européen. Michel Barnier a été nommé dans des conditions très particulières puisqu'il a été nommé à la faveur de l'abstention annoncée du Rassemblement national de voter une motion de censure. Je me tourne vers toi, Rosa. Est-ce que on peut dire que, que pour la première fois depuis 1944, l'extrême droite participe, même indirectement, au pouvoir en France ? En tout cas, ce qui est certain, c'est que Marine Le Pen, qui se défendait d'être la DRH de Macron, a donné son imprimatur à cette désignation. Et c'est un peu le processus dans lequel on est, c'est que l'extrême droite qui a perdu ces élections législatives, qui n'est pas sortie victorieuse de ce scrutin, finalement se retrouve dans la position de faiseuse de roi. Et c'est bien elle qui a rendu possible la désignation de ce commissaire européen nommé pour continuer les mêmes politiques, en assurant Macron du fait qu'elle ne censurerait pas Michel Barnier, puisque l'argument de Macron, c'était de dire « moi, je recherche une formule de stabilité, etc. » Il s'est mis en fait à la place des groupes parlementaires à l'Assemblée nationale, des forces politiques qui auraient dû... En fait, il aurait dû se tourner vers le nouveau Front populaire, arrivé en tête de ces élections pour désigner un Premier ministre issu de ses rangs, et il a refusé cette formule-là qui était la formule logique pour aller rechercher des alliances tacites du côté du Rassemblement national qui se retrouve en position de décideur. Climarx, je me tourne vers toi. Jordan Bardella a dit que le Rassemblement national ne participerait pas au chaos et au désordre, qu'il était responsable. Est-ce qu'on est dans la dernière étape de la dédiabolisation du Rassemblement national? Est-ce que c'est ça leur strate? J'imagine que c'est leur strate, tout à fait. Après, à voir ce qu'ils vont voter, et déjà s'ils vont voter le vote de confiance à Michel Barnier, et puis on verra déjà après ça. Parle bien dans ton micro, s'il te plaît. Pardon. Je dis, si à part de motion de censure du RN, j'imagine que c'est la dernière étape de diabolisation, mais comme tu l'as dit, c'est le gouvernement avec le RN, quoi. Alors, Marine Le Pen a dit qu'elle ne censurait pas Emmanuel Macron, mais en même temps, elle essaye de donner des gages d'opposition à Macron en disant « je souhaite en gros une dissolution dans un an et qu'on refasse des élections législatives ». Léa, qu'est-ce que t'en penses ? Oula, alors déjà j'en pense qu'il faut toujours rappeler la situation actuelle qui est quand même particulièrement inquiétante d'un point de vue démocratique. On en a beaucoup parlé, mais je pense qu'il faut continuer à en parler. On est quand même face à un déni de démocratie qui est, à mon sens, très très flippant. Si, on a un parti qui va finir par gouverner, LR, qui est arrivé en 5e position des élections législatives, qui a seulement 47 députés à l'Assemblée nationale sur 577. Il y en a que 200. Je suis désolée, mais pour moi, c'est vraiment ne pas écouter le peuple. Il a organisé, Macron a convoqué des élections anticipées. Il y a eu un taux de participation exceptionnel, c'est-à-dire que 60% de la population s'est déplacée pour aller voter, ce qui était inédit depuis des années. Pourquoi ? Pour se retrouver finalement avec un parti minoritaire qui va diriger le pays. Donc moi je trouve que c'est particulièrement inquiétant et il faut le rappeler. Il ne faut vraiment pas faire l'économie de le rappeler, même si on l'a beaucoup dit. Ensuite, sur la question des alliances, moi j'ai hâte de voir ce qui va se passer au sein de la Macronie. Parce que là ça commence à bien gueuler aussi, mais ce qui peut se comprendre. Ils leur ont demandé d'aller faire campagne, une campagne éclair. Beaucoup de députés de la Macronie avaient dit
c'est quoi ce délire en fait? Nous, on n'avait pas prévu de repartir en campagne. Au bout d'à peine quelques mois de mandat, c'était pas prévu. Qu'est-ce qui se passe? Donc il y en a déjà pas mal qui ont un peu fait la gueule pour repartir en campagne. Mais là, il y en a aussi pas mal qui font la gueule en disant mais attendez, c'est quoi ça? En fait, on va se retrouver avec des gens de LR au gouvernement. Il y en a plein qui vont sauter du côté des macronistes. Donc moi, j'attends de voir un peu le bordel que ça va être à l'Assemblée nationale pour le groupe de la majorité, qui ne l'est plus d'ailleurs. Enfin, en tout cas, le groupe d'Emmanuel Macron, j'attends de voir ce qui va se passer. Je suis d'accord avec toi, mais il y a un truc que j'ai trouvé intéressant dans cette séquence, c'est que Emmanuel Macron a expliqué dans son courrier qu'il rejetait la candidature de Lucie Castet parce que, de toute évidence, elle n'aurait pas obtenu un vote de confiance, même elle aurait été censurée. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que pour que Lucie Castet soit censurée, il faut qu'il y ait une addition des voix du Rassemblement national, des Républicains et des macronistes. Et Emmanuel Macron, en disant que finalement ce sont les événements qui font qu'elle aurait été censurée, il omet de dire qu'il aurait choisi de la censurer. Emmanuel Macron a voulu censurer Lucie Castet. Et ça sert à rien de présenter ça comme un truc, c'est dommage. Ouais, genre c'est pas moi, c'est toi quoi. Ouais, c'est pas moi, c'est le Parlement, c'est quand même terrible. Le Parlement, il prend des décisions tout seul comme un grand. Non, il y a une centaine de députés macronistes qui prennent des décisions en obéissant à Emmanuel Macron. Donc c'est lui qui décide ce qu'ils vont voter, ces gens-là. C'est lui qui décide de nommer Michel Barnier avec... Sauf que pour certains députés, notamment ceux qui avaient déjà été élus en 2017, ils ont gagné, pas beaucoup, mais certains, une certaine autonomie par rapport au pouvoir exécutif et par rapport à Emmanuel Macron. Donc il y a quand même des personnalités, je pense notamment à Gabriel Attal et d'autres qui auront peut-être pas envie de jouer le jeu du chef suprême, quoi. Naïm, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe au fait de désigner Michel Barnier Premier ministre alors que son parti, les Républicains, n'ont pas participé au Front républicain qui a pourtant largement été plébiscité par les électeurs au second tour? Non, mais on est dans un scandale absolu. Déjà, il faut nommer le responsable. Il s'appelle Emmanuel Macron. C'est lui qui a pris seul la décision de la dissolution alors que l'extrême droite était au plus haut. C'est lui qui voulait faire entrer l'extrême droite pour, soi-disant, se prendre la posture de celui qui résiste. Et c'est Emmanuel Macron, alors que ses propres électeurs ont imposé le Front républicain en votant pour la gauche, a décidé de mettre Marine Le Pen en faiseuse de roi. Et en fait, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, Marine Le Pen a le droit de vie ou de mort sur le futur gouvernement. Ensuite, LR, très franchement, quand on voit le nom des ministres, Pécresse, Wauquiez, Bertrand, tout ça, c'est que des ministres de Nicolas Sarkozy. Et c'est le vieux monde qu'Emmanuel Macron a voulu mettre dehors qui revient aujourd'hui. Et Michel Barnier, on le connaît. Il a été commissaire européen. C'est lui qui a négocié pour l'UE, qui était négociateur en chef du Brexit. Et tout à l'heure, je faisais un débat au Forum social avec les cheminots. Et il y a Pascal Savoldelli, qui est sénateur du Val-de-Marne, qui a ressorti une archive. Et je me la suis notée quand même. C'est Michel Barnier, après le non en 2005 au référendum européen, il a dit... En réalité, il n'y a pas de mandat pour le non. C'est-à-dire que le peuple s'est exprimé en 2005 pour dire non à cette Europe, et lui, derrière, il est allé faire le traité de Lisbonne et fouler en pied la volonté populaire. Donc on est face à un scandale de démocratie. Peut-être que Lucie Castet n'aurait pas retrouvé de majorité à l'Assemblée, mais dans une démocratie normale, il aurait dû appeler la gauche à former un gouvernement et à bâtir des compromis avec les macronistes. La réalité, c'est qu'Emmanuel Macron est à la recherche de son pouvoir absolu, pouvoir qu'il est en train de perdre au fur et à mesure qu'on s'approche de 2027. Je suis d'accord avec toi. Il y a une question quand même que je me pose dans la séquence qui va suivre, c'est est-ce que Marine Le Pen va pâtir de son soutien de fait au gouvernement de Michel Barnier? Est-ce qu'elle va perdre des électeurs ou est-ce que les électeurs qui votent Le Pen le font pour des raisons qui en fait sont indépendantes de ce qui se passe au Parlement? Qu'est-ce que t'en penses, Rosa? Moi, je pense que la dédiabolisation du Rassemblement national, elle est un peu à double tranchant pour eux. C'est-à-dire que maintenant, ils apparaissent comme une force politique, un peu comme les autres, un peu installés. Bien sûr, ils jouent du fait de dire on n'a jamais exercé le pouvoir, vous n'avez jamais essayé, contrairement aux autres, on est complètement vierge, etc. Mais en même temps, le deal qu'elle vient de passer avec Macron l'installe comme un dispositif qui est au cœur du pouvoir, de la décision politique, etc. Et de ce point de vue-là, le profil de Michel Barnier est quand même
intéressant parce que, comme le rappelle Naïm, c'est un de ceux qui a réfléchi à la Constitution européenne en 2005 qui gravait dans le marbre les politiques libérales que le peuple français a rejetées. À l'époque, le Rassemblement national avait fait semblant de dire nous rejetons ces politiques-là, nous sommes contre l'Europe de Bruxelles, etc. Et là, en fait, ils adoubent vraiment un type qui traîne 50 ans de vie politique derrière lui au service de ces politiques-là. Et là, effectivement, ça peut être à double tranchant pour le Rassemblement national, mais on l'avait vu déjà pendant les élections européennes. Il y avait une manière chez Jordan Bardella de dire non, mais on ne va pas aller faire trop de rififi du côté de Bruxelles, du côté de l'Europe. On va, d'accord, il faut faire quand même l'austérité, il faut quand même faire des coupes dans les services publics, dans les dépenses sociales, etc. Et là, il y a une normalisation qui effectivement peut demain, si nous on sait traiter ça un peu intelligemment, être un des points faibles du Rassemblement national. Moi je ne crois pas que l'ascension du Rassemblement national soit irrésistible. On a le sentiment on nous installe dans le sentiment que ce serait inéluctable que le Rassemblement national demain arrive au pouvoir. Je pense que c'est pas inéluctable et que souligner le fait qu'ils sont là pour sauver des politiques que les Français ont sanctionnées, ça peut être un angle d'attaque. Et ce qui peut être intéressant, c'est que la seule opposition qui va apparaître aux yeux des Français, c'est la gauche. Et ça peut être un truc intéressant. Encore faut-il qu'elle soit unie, on va en parler. Léa, tu voulais nous parler, je crois, du rapport Draghi qui vient de sortir. Ouais, absolument. Je voulais, mais du coup ça va toujours dans le même sens, je voulais compléter ce que vous disiez, Naïm et Rosa. Déjà, Naïm, tu disais, il poursuit en fait son objectif qui est d'avoir le pouvoir absolu. Macron, c'est clair. Mais en fait, il poursuit aussi un agenda politique et idéologique en nommant Michel Barnier. Pourquoi ? Parce que Michel Barnier, c'est la réduction des fonctionnaires, c'est la réduction des indemnités chômage, c'est des cadeaux aux entreprises, c'est, et je peux en passer, un bon paquet comme ça, c'est l'austérité budgétaire. Et en fait, c'est complètement aligné avec la politique de Macron qui est menée depuis 2017. Donc, aucune surprise en réalité. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, un des arguments principaux de Macron pour dire je vais nommer Michel Barnier à ce poste-là de Premier ministre, c'est pour rassurer l'Europe et rassurer les marchés dans un contexte où la France ne respecte pas, depuis un certain temps, les règles du pacte de stabilité et de croissance. Et comme Barnier était commissaire européen au marché intérieur, et qu'en plus de ça, au marché commun, pardon, et qu'en plus de ça, il a été négociateur du Brexit, etc., ça devrait, réconforter les investisseurs, les marchés et aussi l'Union européenne. Sauf qu'en réalité, l'Union européenne, aujourd'hui, est potentiellement en train de prendre un virage assez éloigné de ce que propose Michel Barnier en termes d'austérité, etc. Ouais. Parce que là, il y a alors non pas que je sois en train de faire une espèce d'innovation de la politique budgétaire européenne, loin de moi ça, mais il y a un rapport qui vient de sortir d'un ancien président de la BCE qui s'appelle Mario Draghi et qui dit qu'en fait ces politiques d'austérité n'ont aucun sens et qui préconise notamment de mutualiser la dette des pays européens, comme ce qui a été fait pendant la pandémie, c'était vraiment inédit, et d'investir massivement dans les services publics, dans les infrastructures, à hauteur de 5 000 milliards d'euros par an minimum. Donc en fait, même le plus haut finalement des libéraux de l'Union européenne, qui était le président de la BCE, est en train de dire que la politique d'austérité qui est en train d'être mise en place et qui a été annoncée par Bruno Le Maire depuis des années, des mois, etc., est peut-être en fait une erreur. Et donc ce gage de vouloir rassurer les marchés, rassurer l'Union européenne en nommant Michel Barnier, c'est pas forcément une bonne chose en fait. C'est intéressant. Donc affaire à suivre. Je rappelle que les chiffres du déficit qui sont annoncés pour la fin de l'année pourraient atteindre les 5,6% et Michel Barnier a d'ores et déjà dit qu'effectivement il avait l'intention de s'attaquer à ce problème, etc. Pas beaucoup de surprises. On peut aussi regarder ce qui se passe du côté de la gauche. Le nouveau Front Populaire a annoncé qu'il allait censurer le gouvernement de Michel Barnier sans surprise. Ça devrait intervenir dès le 1er ou le 2 octobre prochain à l'occasion du discours de politique générale. En même temps, on a vu aussi que ça commençait à craqueler un petit peu au sein du nouveau Front Populaire. On va en parler. Je pense notamment au Bureau national du Parti socialiste qui a adopté une motion soutenant Lucie Castet et non pas Bernard Cazeneuve à seulement 53, je crois, %, un truc comme ça. Est-ce que c'est déjà la fin du NFP Climarx ? Pour l'instant, c'est pas la fin, mais de toute évidence, pas qu'au Parti Socialiste, ça commence un peu à tirer dans les pattes à droite à gauche. Mais après, de toute manière, moi je me suis dit, pendant toute cette séquence politique,
Moi, j'étais pas étonnée que Michel Barnier soit soit nommé, pas particulièrement lui, mais un mec, c'est le troisième quand même Premier ministre issu de LR que Macron nomme, donc bon. Oui, c'est vrai. Voilà, je veux dire, pour un mec qui disait que c'était fini. Décidément, il aime bien ce parti. Hein. Je veux dire, il peut prendre sa carte là. Enfin, je sais pas si c'est très judicieux. Mais il faut bien avoir en tête que de toute manière, la gauche, elle galère tout le temps et qu'elle est toujours traînée vers le centre. On est dans un moment où, peu importe ce qui va se passer, peu importe si la gauche finit par arriver au pouvoir, que ce soit aux présidentielles ou aux législatives, ce sera toujours avec énormément de difficultés, avec énormément de bâtons dans les roues. L'histoire du néolibéralisme, c'est exactement ce qui s'est passé. Hein. C'était tout pour empêcher la gauche au pouvoir. Mieux vaut une dictature autoritaire plutôt que la gauche au pouvoir. Donc il faut voir que c'est toujours extrêmement difficile pour la gauche d'arriver au pouvoir. Je me perds dans ce que je voulais dire. Je ne sais plus ce que je voulais dire, mais... Est-ce que c'est la mort du NFP? Est-ce que c'est la mort du NFP? Est-ce qu'il ne peut pas renaître de ses cendres? Pour l'instant, il peut peut-être renaître de ses cendres. En tout cas, pour l'instant, ça pue un petit peu, mais on n'est pas encore mort, quoi. Non, on verra ce qui se passe. Je vais vous lâcher un indiscret, parce que j'ai discuté avec Olivier Faure tout à l'heure, qui me faisait remarquer que... je le disais, je m'inquiétais des scores au Bureau national. Et il me disait, ouais, mais en fait, le Bureau national, il est issu d'un congrès auquel les adhérents nouvellement arrivés au PS au moment de la NUPES n'ont pas pu voter. Parce qu'en fait, la règle au PS, c'est qu'il faut avoir 6 mois d'ancienneté pour pouvoir voter au congrès. Et du coup, ça donne un petit peu une forme d'espoir pour l'avenir du Parti Socialiste qui pourrait éventuellement au prochain congrès, l'année prochaine normalement, s'en sortir à meilleur compte et peut-être que les pro-Cazeneuve se retrouveront encore plus en minorité qu'ils ne le sont déjà. Je pose ça là, vous connaissez mes pronostics pourris, donc voilà, prenez pas trop attention à celui-là, mais on en reparlera évidemment dans les mois qui viennent. Est-ce que la nomination de Cazeneuve a été une fausse bonne idée agitée selon toi, Rosa, par une partie du Parti Socialiste, ou est-ce que de toutes les manières Macron n'avait pas envie de nommer Cazeneuve, qui aurait été sous la coupe un peu du NFP, donc obligé de faire des trucs de gauche, un peu? On sait maintenant que c'était pas une hypothèse crédible. Elle avait été, l'Élysée avait mis ça en circulation un peu pour amuser la galerie, mais il n'a jamais sérieusement pensé à désigner Cazeneuve. Mais de toute façon, la question ne se posait pas, puisque du côté du NFP, contrairement à tout ce qui avait été dit, les partis de gauche ont réussi finalement à se mettre d'accord pour désigner une candidate commune, une chef de file qui était leur candidate pour Matignon. Et ça, c'est un fait politique extrêmement important. Au lendemain, je ne sais pas si vous vous souvenez de la stupéfaction dans laquelle on était tous, déjà au soir des Européennes, lorsque Macron annonce la dissolution, on se dit mais on va tous, ça va être une boucherie pour la gauche. C'est le RN. Et à ce moment-là, le mot d'ordre de Front Populaire sort, les partis de gauche se mettent d'accord très très vite sur un programme en quelques heures. Ils se mettent assez vite d'accord sur des candidatures communes, sous pression aussi. Enfin, tout ça se fait pas juste entre les directions des partis politiques, etc. S'ils avaient été seuls à la manœuvre, moi je pense que ça se serait pas fait. Mais il y avait une pression extrêmement forte du peuple de gauche, des manifestations, toutes ces jeunes gens qui étaient sous les fenêtres des locaux où se négociaient les candidatures communes, qui appelaient les responsables de gauche à être sérieux et à faire face à leurs responsabilités dans le moment historique qu'on vivait. Et tout ça s'est fait extrêmement vite. Idem pour la désignation de Lucie Castet, ça a mis un peu de temps, mais finalement pas plus de temps que d'autres séquences politiques auparavant. Donc voilà, l'hypothèse Cazeneuve, elle a été aussi agitée par l'Élysée pour essayer de fracasser ce nouveau Front Populaire. Et depuis le début, la tentative de Macron et même la dissolution, c'était ça son calcul. Et est-ce que ça a marché ? C'était de diviser la gauche, et il n'a pas réussi. Ça n'a pas réussi, il n'y a pas eu de fracture. Objectivement, effectivement, à part la grosse colère d'Anne Hidalgo, j'ai pas entendu de soubresauts phénoménaux à gauche autour de cette hypothèse Cazeneuve. J'ai l'impression que ça a fait flop, effectivement, parce que le NFP est uni et a intérêt à le rester. Je veux dire, l'alliance NUPES, l'alliance NFP, ça marche. Ça a fonctionné aux élections. Je vois pas pourquoi est-ce que les partis décideraient de faire volte-face. Non seulement ça tient contre toute attente, mais moi je pense que Macron, son hypothèse de départ, et c'est comme ça qu'il l'a joué aussi à la
précédente élection présidentielle, c'était de se mettre en scène dans une espèce de face-à-face avec le RN. En fait, à la fois, il lui sert de marchepied et en même temps, il met en scène cette espèce de face-à-face où les seules alternatives, ce serait soit lui incarnant une espèce de néolibéralisme autoritaire, etc., soit le Rassemblement national. Donc, soit moi, soit le déluge. Et en fait, le fait que cette gauche réussisse à se mettre d'accord, réussisse à avancer un programme extrêmement sérieux et un programme efficace, c'est hyper important ce que tu disais, Léa, le rapport Draghi, en fait, il dit toutes les politiques de coupe des dépenses dans l'éducation, dans la santé, dans tout ça mène au décrochage économique en fait. C'est-à-dire que ces politiques-là, elles sont pas seulement injustes, elles sont inefficaces, elles nous plombent, elles plombent l'Europe. Et donc le fait que la gauche ait réussi à faire émerger cette alternative et à casser ce face-à-face que Macron voulait mettre en scène avec l'extrême droite, c'est un fait politique extrêmement important qui change tout, quoi, qui rouvre à nouveau des chemins possibles. Naïm ? Ouais, sur ce que tu disais, Rosa, sur la pression populaire. Moi, je ne crois pas qu'aujourd'hui, il y ait de faille dans le nouveau Front populaire quand on regarde où on était à la NUPES au même moment, il y a 2 ans. Et la meilleure des réponses, c'est vous, là. C'est tout le public qui est à la fête de l'humanité. Moi, cette fête de l'humanité, j'y mets les pieds depuis que j'ai 15 ans. Certains y vont depuis qu'ils sont dans le berceau. Un vendredi soir, hier, au Village du Monde, je n'ai peut-être jamais vu autant de monde que cette année. Tous les débats, Angela Davis, c'était plein. Le débat entre Lucie Castet, Fabien Roussel, Sophie Binet sur la conquête des classes populaires, il y avait 2 fois plus de monde dehors que dedans. Tout à l'heure au Forum social, ça débordait de monde. Le peuple de gauche, il est uni et il se pose des questions. Il veut comprendre les désaccords, il veut qu'on lui explique, mais il veut ouvrir des perspectives. Et quand on voit le monde qui est à la fête de l'humanité, on se dit que la rentrée sociale, et notamment le 1er octobre, pourra être beau. Et la différence à ce qu'on a connu il y a 2 ans, c'est l'intervention du monde associatif et des syndicats. Il faut que les syndicats rentrent dans la danse, que les travailleurs organisés disent ce qu'ils ont à dire, mais maintiennent la pression sur les partis politiques. Et c'était comme ça le Front populaire en 1936. Il n'y avait pas que l'alliance avec les radicaux, les communistes et les socialistes. Il y avait les syndicats, il y avait le monde du sport, de la culture. Et tout ce petit chemin, quand on voit qu'il y a peut-être une dissolution dans 1 an, les municipales plus après l'ancienne, il y a de quoi faire. Alors moi, j'ai toujours eu une énigme, c'est les députés macronistes. Pour moi, ça a toujours été un peu une énigme, parce que je me suis dit, par exemple, si Lucie Castet avait été nommée Première ministre, ils auraient été plus ou moins dans l'opposition, ça veut dire qu'ils auraient dû écrire eux-mêmes leurs amendements plutôt que de copier-coller ceux des ministères. Et vraiment, je m'interroge en me disant, putain, les pauvres, ça va leur faire bizarre d'être dans l'opposition, ils ne l'ont jamais été. Et je m'interroge aussi sur, justement, la capacité qu'ont les députés macronistes à potentiellement rompre avec Emmanuel Macron d'une manière ou d'une autre. Sur certains sujets, est-ce qu'ils sont capables, par le truchement de Gabriel Attal qui ne s'entend pas avec Emmanuel Macron, est-ce qu'ils sont capables de remettre en cause les discussions de l'Elysée, est-ce qu'ils sont capables de faire des clans en interne? Il y a eu des tentatives de créer des sous-groupes. Alors pour l'instant, apparemment, ils ont créé des boucles WhatsApp. C'est tout ce qu'ils ont fait. C'est pas ouf, mais c'est un début. Je me demande si la cohésion des macronistes va durer, et va durer longtemps, y compris sous Michel Barnier. C'est vraiment pour moi une des énigmes de la fin de ce 2e quinquennat d'Emmanuel Macron. Léa ? Moi, je pense que ça va péter. Enfin, j'espère en tout cas que ça va péter, parce que franchement, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Après, on va dire que j'incite à la violence, tout ça, c'est absolument pas ce que j'ai voulu dire. Non, mais l'année prochaine, Aurélien Taché à l'UMA, pour venir parler de la gauche de la Macronie. En réalité, je vois pas comment ça peut tenir, parce qu'en fait, c'est là où on comprend que le nini, je suis pas de gauche, je suis pas de droite, c'est une vaste blague, mais même si ça fait très longtemps qu'on l'avait compris, bien évidemment. Mais je me demande même si au sein des macronistes, il n'y en a pas certains qui vont se dire, mais en fait, on allait trop loin là. Genre, stop. Il va falloir que... je sais pas, je pense à ceux qui n'arrêtent pas de dire qu'ils sont la jambe gauche du macronisme ou je sais pas quoi. Bon, à un moment donné, sortez quoi. Enfin, montrez-vous, parce que là, c'est pas possible. Ceux qui voulaient partir, ils sont partis là. Ben ouais, c'est ça, mais du coup, qu'est-ce qui va se passer à l'Assemblée nationale? C'est la vraie question. Ouais. Est-ce qu'il y en a qui vont se dire, effectivement, il va y avoir peut-être des sous-groupes parlementaires, mais alors ça, j'en doute vraiment. Moi, je pense qu'il y en a qui sont clairement saoulés. Après, on verra. Je pense que ça va être un peu au cas par cas, en fonction des textes. Mais là, il y a quand même un enjeu législatif très important qui est le projet de loi de finances qui doit arriver bientôt et qui est quand même, ça va être le vrai sujet, ça va être un vrai test pour savoir qu'est-ce qu'on fait de cette Assemblée nationale en réalité. Mais moi je trouve ça pas inintéressant parce qu'en fait Macron, qui est arrivé en 2017
en se disant, allez, j'ai un boulevard devant moi, j'ai une assemblée qui m'est favorable, etc., etc., se disait que finalement, il pouvait faire à peu près tout ce qu'il voulait, tout en outrepassant le Parlement. Ça a fonctionné pendant un certain temps. Je dis pas que je suis contente de la composition du Parlement actuel, hein, loin de là, c'est pas la question. Mais ce que je veux dire, c'est que ça le rattrape un peu, en fait. Et qu'à mon avis, il va se prendre des murs. Il va se prendre un certain nombre de murs, parce que c'est pas possible que ça tienne. C'est pas possible que ça tienne. D'un point de vue mathématique, bref, ça ne tiendra pas. Donc voilà, la question va être... Moi, je pense que ça va vraiment se jouer au cas par cas. Et il va apprendre la démocratie parlementaire, en fait. Il va apprendre à devoir négocier avec des groupes. Il va devoir apprendre à parler avec des parlementaires. Et après, la question va se poser aussi de savoir qu'est-ce qui va se passer avec le Sénat. Qu'est-ce que va faire le Sénat dans tout ça? Vraie question. On verra. En tout cas, il va y avoir de l'ambiance à l'Assemblée. Ça, c'est à peu près certain. Ça a déjà commencé puisque on a appris que Éric Coquerel, le président de la commission des finances LFI, et Charles de Courson du groupe Lyot, qui est rapporteur général du budget. Déjà, pour moi, ça c'est un enfer pour Macron, ces deux-là, parce qu'ils ont annoncé qu'ils s'étaient rendus à Bercy pour réclamer sur pièce la présentation des lettres de cadrage des ministères. C'est un chouïa technique, mais c'est une dénonciation très forte du Parlement des manigances du gouvernement qui cachent des choses au Parlement. Il y a une espèce de transparence forcée par ces deux députés-là qui augure des débats absolument passionnés à l'Assemblée nationale. Et je suis comme toi, on est dans une incertitude sur ce qui va se passer pour le budget. Mais là, tu touches à un point aussi important, parce qu'on sait que le Parlement, et on parle essentiellement de ça, a le rôle de faire la loi. Mais le Parlement a aussi le rôle de contrôler le gouvernement. Et ça, finalement, on en parle assez peu. Ouais. Et le fait qu'il puisse retrouver ce pouvoir, en quelque sorte, c'est quand même assez important en démocratie. Après, le problème, c'est qu'on est face à un exécutif qui ne veut pas entendre le choix du peuple. Et ça, c'est dramatique. Et moi, je ne sais pas comment on va sortir de cette situation. Parce que la réalité, c'est que cette pratique politique qui est en train de s'installer, il est en train de créer une jurisprudence, Macron. Il est en train de créer une jurisprudence en disant, eh ben en fait, la Constitution de la Ve République, on peut l'interpréter comme ça. On peut avoir un parti qui arrive, une union qui arrive de partis majoritaires à une élection, et on peut dire, vous savez quoi, c'est pas grave, moi je vais nommer un autre Premier ministre d'un autre bord politique. Mais ça, c'est inédit. Franchement, je pense qu'il faut vraiment qu'on se méfie de ce qui est en train de se passer. Parce que, hélas, c'est ce genre de pratiques qui peuvent s'installer durablement et qui peuvent mener au pire. Et je ne sais pas comment on va sortir de cette situation politique, sincèrement. C'est effectivement quelque chose qui est angoissant. Rosa ? Moi, je pense que Macron fait la démonstration qu'il est engagé dans une forme de dérive autoritaire. C'est pas le seul. Ce sont des dérives qu'on constate ailleurs en Europe, ailleurs dans le monde. Dans le cas de la France, c'est d'autant plus dangereux qu'on est dans un régime, la Ve République, qui donne des pouvoirs exorbitants au président de la République, à un seul homme. Et donc on a un seul homme qui peut décider que, eh bien non, c'est pas l'Assemblée, c'est pas les forces politiques arrivées en tête qui vont tenter de constituer un gouvernement, c'est lui-même qui, par le fait du roi, décide qu'il va nommer un tel ou un tel, qu'il va faire en sorte de poursuivre des politiques qui ont été sanctionnées dans les urnes. Donc on est vraiment, moi à mon avis, dans une crise politique qui est en train de se muer en crise de régime. Et une des grandes questions qui va être posée très vite, enfin dès demain, c'est comment on sort de cette Ve République qui donne trop de pouvoir à un seul homme qui a comme ça le pouvoir de décider de la vie de tout le monde. C'est effectivement un des enjeux. J'ai une dernière question à vous poser sur ce sujet. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais que va devenir Lucie Castet ? Est-ce que Lucie Castet va rester dans l'antichambre de Matignon ? Qu'on nous la ramène. Qu'on nous la ramène. Non, mais Lucie Castet, moi, ça m'interroge parce que c'est un visage d'espoir pour la gauche unie, tant qu'elle est unie, on va en reparler. Mais est-ce que Lucie Castet a vocation à rester dans l'antichambre de Matignon éternellement ? Est-ce qu'elle peut être nommée dans un second temps ? Parce que ça, je l'ai beaucoup entendu cet été. J'ai entendu beaucoup de politiques dire Lucie Castet, bon, ce sera peut-être pas la première ministre, c'est peut-être la deuxième. Si Barnier se pète la gueule sur son budget, si Barnier se pète la gueule sur un 49.3, peu importe lequel, il est possible que Lucie Castet ait sa chance un peu plus tard. Qu'est-ce que vous en pensez, Naïm ? Bon, en attendant, elle est là et
à la fête de l'humanité. Elle est intervenue toujours comme candidate du Nouveau Front Populaire à Matignon. Et moi, je pense que c'est important qu'elle continue à occuper l'espace médiatique parce que justement, comme ça, les médias qui organisent la grande vie politique ne vont pas appuyer sur les divisions au bureau national du PS ou ce qui se passe du côté de la France Insoumise. Et le NFP paraît toujours rassemblé. Et je pense qu'effectivement, c'est important de montrer face à cette alliance contre nature entre Emmanuel Macron et le Rassemblement national que la gauche a une alternative et demain une personnalité capable de bâtir des compromis dans cette assemblée. Léa ? Lucie Castet encore ? Ouais, qu'est-ce que t'en penses ? Moi, je sais pas, je sais pas, moi, je pense que c'était déjà une très bonne proposition. Vraiment. Enfin, pour le coup, c'était... Je m'y attendais pas, et j'étais là, ah ouais, stylé. En vrai, franchement, je trouvais que c'était une super idée. Je ne sais pas ce que ça va... Enfin, déjà, de quoi a-t-elle envie ? Ça, c'est la vraie question, hein. Peut-être qu'il faudrait lui demander d'abord à elle de ce qu'elle a envie. Mais comment elle peut jouer un rôle politique actuellement dans cette configuration ? Très difficile de le dire. Le problème, c'est qu'on sait qu'à gauche, tout le monde a envie de se placer un peu, hein. Il n'y a pas qu'elle. Donc du coup, je suis pas sûre que tout le monde ait envie de lui faire vraiment la place qu'elle devrait avoir, si c'est quelqu'un qui est à la tête d'une union, affaire à suivre. Je pense qu'il va falloir ranger quelques égos. Mais moi, j'ai trouvé que c'était un super choix. Et j'espère sincèrement qu'elle puisse au moins montrer et qu'on puisse tester, quoi. Je sais pas dans quelles circonstances, comment, mais j'aimerais bien. À voir. Donc t'as pas encore déposé le nom de domaine Castet 2027 ? Pardon, j'entends pas. T'as pas encore déposé le nom de domaine Castet 2027 ? Bah, je sais pas, regarde. Je savais que c'était toi qui l'avais pris. Non, mais ça se check, Naïm, hein. dernière intervention, Naïm. Ouais, non, juste... parce qu'on parlait du budget tout à l'heure, mais il faut rappeler qui est Lucie Castet, c'est la porte-parole du collectif Nos Services Publics. Et le 1er octobre, si tout va bien, parce que vu le temps qu'on met à former un gouvernement, normalement, le budget 2025 arrive devant les députés. Et avoir quelqu'un qui médiatiquement porte la parole pour défendre les services publics, les hôpitaux, les enseignants, les policiers de tous les jours, et ben c'est quelque chose d'important. Parce qu'en face, le gouvernement Barnier, il y a une procédure. Il faut savoir que l'Union européenne a ouvert une procédure pour des déficits excessifs contre la France. Et qu'est-ce qu'on va s'attendre ? C'est à des sapes dans les services publics. Parce que le déficit a augmenté de 1000 milliards depuis 2017 du fait des politiques d'Emmanuel Macron. Mais ce qu'on ne nous dit pas, c'est que ce déficit a augmenté parce qu'Emmanuel Macron a donné des cadeaux aux plus riches. Et en réalité, on nous prend dans une main, c'est-à-dire l'argent que les travailleurs créent, et on nous prend dans l'autre main, c'est-à-dire nos services publics, parce que la part d'argent qui va au capital est toujours plus importante. Et donc avoir quelqu'un qui connaît un petit peu pourquoi les services publics, comment ça fonctionne, et qui peut mener cette bataille culturelle-là, bientôt, dans 3 semaines, je pense que c'est important.